Le 12 juin 1962, à l'aube, la journée des gardiens d'Alcatraz commence par un choc. Ils n'arrivent pas à réveiller 3 prisonniers. La tête du détenu était contre les barreaux, et je n'avais pas remarqué qu'elle était fausse. Et puis j'ai touché l'oreiller et elle est tombée par terre. Là j'ai compris. Croyez-moi, ça m'a fichu la trouille. J'ai fait un bond d'1 mètre. Quand l'alerte a été donnée, je suis immédiatement monté dans mon bateau pour faire une ronde autour de l'île, en fouillant les petites grottes et tout. On a retrouvé beaucoup de traces de leur passage. The escape triggered the greatest manhunt in San Francisco's history, as agents of the FBI, Coast Guardsmen, Highway Patrol, Sheriff's deputies, and local police join in the search. Malgré l'ampleur des moyens mis en œuvre, il n'y a aucun témoin oculaire et aucun indice dans la baie. Juste les restes déchiquetés d'un canot pneumatique. Il n'y a eu aucun vol de véhicule, aucun cambriolage, aucune boutique de vêtements visitée. Aucun vol à main armée qu'on pourrait leur attribuer. Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu ce genre de délit, mais on a résolu ces affaires. À l'intérieur d'Alcatraz, la loi du silence règne et les autres détenus refusent de coopérer. Un seul homme est disposé à parler au FBI. Il est le 4e complice qui, on ne sait pourquoi, n'a pas suivi. Alan West affirme que l'évasion était son idée et qu'il a tout imaginé après un séjour dans le quartier disciplinaire. J'ai sorti du trou vers le 5 mai l'an dernier. J'ai commencé à penser à m'évader. Selon West, c'est lui et non Frank Morris qui a monté l'évasion. Mais est-il vraiment assez malin pour échafauder un plan aussi brillant? Alan Clayton West arrive à Alcatraz en 1957 avec la réputation d'être un homme violent qui tente de s'évader par tous les moyens. Son agressivité lui vaut de passer plus de temps enfermé dans sa cellule que les autres prisonniers, ce qui lui donne l'occasion de réfléchir aux moyens de quitter l'île. Alcatraz est conçu pour recevoir les détenus que les autres prisons n'arrivent pas à gérer. On dit qu'il est impossible de s'en évader à cause des courants traîtres de la baie de San Francisco et de l'architecture du complexe. Les bâtiments carcéraux sont composés de 4 unités distinctes. Dans chacune, il y a plusieurs dizaines de cellules, côte à côte, sur 3 niveaux. Derrière les cellules et un mur en béton de 20 cm, passe un couloir étroit avec des canalisations qui est ouvert jusqu'au sommet de l'unité. Comme les bâtiments ont été construits par des détenus, la qualité du travail est très variable. On le voit sur les murs en béton. À certains endroits, ils sont encore très solides. Mais ici, par exemple, en bas, ça n'a plus rien à voir. Alan West est mal vu des gardiens et on lui attribue les corvées les plus ingrates, comme le nettoyage du couloir derrière sa cellule. C'est là qu'il peut chercher discrètement les points faibles de l'édifice. Un jour, il tombe sur une véritable aubaine. Caché près d'une grille d'aération, il y a des lames et des limes rouillées enveloppées dans du papier, sans doute abandonnées après une tentative d'évasion. À l'époque, Jolene Babiak, la fille d'un responsable de la prison, vit sur l'île. Alan West avait accès à la zone par laquelle ils se sont échappés. C'était son idée. Je suis persuadée que c'est lui qui a tout mis sur pied et qui en a parlé aux autres.
West parle d'abord de son plan à deux frères, John et Clarence Anglin. Ils sont bons nageurs et robustes, mais ne sont pas réputés pour être de grands penseurs. John Anglin est braqueur de banque. Il a été transféré à Alcatraz en octobre 1960 pour avoir tenté de s'évader d'autres prisons. John est allé en classe jusqu'au CE2. Il savait faire les multiplications, mais pas les divisions. Son frère, Clarence, a quitté l'école en CM2 vers l'âge de 10 ans. En janvier 1961, Clarence Anglin rejoint son frère aîné à Alcatraz. C'était le genre de délinquants qui cambriolaient les stations-service la nuit. Ils avaient braqué une banque en Alabama, un État qui appliquait la peine de mort pour ce genre de crime. West les a tout de suite catalogués quand il les a vus, et il les a mis sur le coup. En discutant avec John Anglin, j'ai réalisé qu'il envisageait déjà de s'évader par un conduit d'aération sous le toit. Donc, on a parlé de se faire la belle en nageant jusqu'à la côte. Comment on fait? On vole un bateau? C'est une solution. Mais il y en a aussi qui essaient de nager. Et en décembre, Frank Morris nous a rejoints. Bienvenue à Alcatraz. J'aimerais dire que c'est un plaisir, mais... Alors, il paraît que vous voulez partir d'ici? Vous avez besoin d'aide? Tu as des idées? Oui, je sais comment faire. L'équipe est au complet. Vous pouvez me faire confiance. Depuis son adolescence, Frank Lee Morris a un casier rempli de condamnations pour trafic de drogue et braquage. Il arrive à Alcatraz en janvier 1960 avec la réputation d'être le roi de l'évasion. Il a tenté de s'échapper de chaque prison où il a été incarcéré. Il est donc envoyé dans la plus sécurisée du pays. Dans le film, Frank Morris est interprété par Clint Eastwood. Et c'est vrai que c'était le même genre. Un homme séduisant, avec de beaux cheveux et très intelligent. Still reading that Bible? Oh yeah, it's opening up all kinds of new doors. Mais même les témoins présents à Alcatraz cette nuit-là ne savent pas vraiment qui est à l'origine du plan. Dans le film avec Clint Eastwood, on fait croire que Frank Morris a tout manigancé. Alors que c'est faux. C'était John Anglin. Je crois que c'était l'idée de West. Ils travaillaient à l'entretien et c'est par les conduits qu'ils se sont évadés. C'était Morris le cerveau. Il avait l'intelligence pour ça. C'est lui qui a su voir ce qu'il fallait faire et comment le faire. L'évadé d'Alcatraz renforce l'idée selon laquelle Frank Morris a tout organisé. Alan West est présenté comme un simple suiveur. Son personnage a même un nom ridicule, Butts, qui signifie « fesse » en anglais. What's your name, kid? Charlie Butts. Charlie's butt? Butts. Butts. Charlie Butts. You got a funny friggin' name, kid. Yeah, what's your name? Al Capone. Pourtant, la préparation de l'évasion pendant des mois laisse penser que c'est Alan West qui a tout mis sur pied. Morris et les frères Anglin ont apporté leur contribution, mais en suivant son plan. Phase 1, Clarence Anglin trouve comment fabriquer des lames avec des cuillères volées dans le réfectoire. Clarence s'est procuré une cuillère et il a commencé à gratter le ciment à côté de sa grille d'aération. Alors on a fait pareil. On a taillé les cuillères pour en faire des pointes et on a creusé des trous dans le mur. Désormais, les 4 détenus forment une équipe soudée. On travaillait entre les rondes de 17h30 et 21h30. Tout d'abord, faire des trous dans le ciment autour des grilles d'aération au fond des cellules.
Cela permet de se faufiler dans le couloir pour ensuite grimper jusqu'en haut du bloc cellulaire. Ils travaillaient en général pendant l'heure où on faisait de la musique, de 18 à 19 heures. On jouait de nos instruments dans les cellules. Ça faisait beaucoup de bruit dans le bloc. La voie est libre. Les cellules des deux frères Englin étaient côte à côte, et celle de Maurice était près de la mienne. Il est parti. Bientôt on sera loin d'ici. Continue comme ça. Le soir, un des frères Englin faisait le guet pendant que l'autre travaillait. Le lendemain, ils inversaient les rôles. Maurice et moi, on faisait pareil. Attention. C'est bon. Mais fais gaffe. Préviens-moi si t'entends quelque chose. Ils ont réussi à gratter le béton et à faire un trou assez grand pour ramper dans le couloir. Tout le monde dit que le mur était comme du gruyère, mais ce n'est pas vrai. Transpercer 20 cm de béton, même s'il n'est pas de bonne qualité, ça demande quand même beaucoup de boulot. Les détenus se débarrassent discrètement des débris du mur. Quand les trous sont trop grands pour passer inaperçus, ils fabriquent de fausses grilles et les gardiens n'y voient que du feu. Frank Morris et les frères Englin travaillent maintenant la nuit, dans le couloir, en planifiant leur sortie entre les rondes. En haut du bloc, ils installent un véritable atelier où ils confectionnent les têtes qui seront placées dans leur lit pour faire croire qu'ils sont encore là. L'atelier est à 9 mètres d'une galerie d'observation et en temps normal, il aurait été parfaitement visible. Mais Alan West a une idée de génie. C'est ici que les frères Englin et Frank Morris avaient installé un atelier pour fabriquer leur équipement. Juste avant, West avait été désigné pour repeindre le bloc. Il a été très malin. Il est monté au dernier étage et il a balayé le sol pour faire tomber toute la poussière en bas. Si vous regardez des photos d'Alcatraz à l'époque, vous verrez que le sol en béton est parfaitement propre. On aurait pu manger par terre. Quand West l'a sali, tout le monde a protesté. Et là, il a répondu « Il y a plein de saleté là-haut, parce que je suis en train de repeindre. Mais je peux peut-être mettre des couvertures tout autour. » C'est comme ça qu'il a eu l'autorisation d'accrocher une trentaine de couvertures sur les barreaux. Du coup, les gardiens ne voyaient plus cette zone. Ces couvertures sont restées là 6 semaines, jusqu'à l'évasion. Les autres détenus sont au courant de ce qui se trame et ils soutiennent ce projet. John est venu me voir environ 6 mois avant leur départ pour me demander de lui trouver des outils. Ils ont réussi à obtenir des objets à l'hôpital, comme des pansements. Ils s'en sont servis pour faire les fausses têtes. Mais les frères Englin n'étaient pas très doués en peinture, croyez-moi. Alors ils demandaient un coup de main à d'autres détenus, qui leur disaient oui. Le plus grand défi consiste à fabriquer un canot pour traverser la baie de San Francisco. C'est la clé de la survie pour quitter l'île. Mais comment trouver les matériaux nécessaires dans une prison? Encore une fois, grâce aux autres détenus qui ont répondu présent et donné leurs imperméables. John Englin m'a demandé si j'avais un ciré. J'ai dit oui.
Il m'a dit qu'il en avait besoin. Donc moi, je sortais avec mon impair, et lui, il rentrait avec. Et c'est comme ça qu'ils se sont fournis. Les autres détenus sortaient avec dans la cour et les donnaient à John, Clarence ou un autre de l'équipe. Il n'y avait pas de restriction sur le nombre d'imperméables qu'ils pouvaient avoir. On n'aurait jamais pu imaginer qu'ils allaient construire des flotteurs avec. Et ils étaient pas mal du tout, ces impairs. Il y a désormais une chaîne d'approvisionnement entre les cellules et l'atelier. Les détenus ont rassemblé une 50aine d'imperméables, de quoi fabriquer un canot et 4 gilets de sauvetage. Alan West est le seul des 4 à travailler depuis sa cellule. Selon sa déposition au FBI, il a accidentellement fait un trou trop grand dans le mur et il risquait de se faire repérer. Ses complices ont donc rétréci l'ouverture avec du béton, mais depuis, elle est devenue trop petite pour laisser passer un homme. West avait un peu trop creusé le mur et il a dit que les frères Englin avaient tout réparé avec du ciment. Dans l'atelier, les 2 frères sont chargés du canot. Il mesurait environ 4 mètres sur 1,80 m, avec des flotteurs de 40 cm tout autour et en dessous. Mais coincé dans sa cellule, West ne peut pas être sûr de la taille et de la solidité de l'embarcation. Sur les photos, on a l'impression qu'ils ont utilisé de la colle. La toile est même cousue à la main, ce qui ne devait pas être très solide. Le canot était donc collé et cousu. C'est peut-être aussi pour ça que West n'est pas parti avec les autres. Il s'est peut-être dit « Je ne sais pas si j'ai envie de monter là-dedans ». Début juin, le matériel est presque prêt. Après 6 mois de préparatifs, les 4 candidats à l'évasion sont sur le départ. Maurice descend du haut du bloc avec la nouvelle. C'est le jour J. Maurice est arrivé à 20h45. Il a dit « La barre est près du trou, dans le toit ». Il avait soif et je lui ai donné à boire. Maurice m'a dit qu'il partait dans la nuit, s'ils arrivaient à soulever la trappe de ventilation. Il fallait juste pousser les barres de fer. Je devais me tenir prêt à 21h30. Sans que l'on sache pourquoi, Alan West attend le soir de l'évasion pour essayer de casser le ciment qui rétrécit le trou dans son mur. Forcément, on s'interroge. Cet homme prépare activement son évasion pendant 1 an. Il travaille pendant plus de 6 mois et le jour dit, il n'arrive pas à sortir de sa cellule? J'ai essayé de casser le ciment autour du trou, mais je n'ai pas réussi. Clarence a bien essayé de m'aider, mais il n'y avait rien à faire. Ça marche pas. Il faut qu'on trouve une solution. Je vais chercher un marteau. Ne laissez pas tomber. C'est moi qui ai monté cette évasion. Peut-être que c'est vrai. Ils avaient fait ça tellement bien qu'il n'a pas pu casser le ciment. Maurice retourne une dernière fois dans sa cellule. Les 4 hommes doivent être dans leur lit pour la ronde de 21h30, avant l'extinction des feux pour la nuit. Ensuite, les gardiens passent toutes les heures, mais ils vérifient juste qu'il y a une silhouette endormie dans la pénombre. Cette partie du plan donne aux évadés l'élément le plus important, le temps. Si les fausses têtes parviennent à tromper les gardiens, l'alerte ne sera lancée qu'au petit matin, et à ce moment-là, ils devraient déjà être loin.
Il reste un peu moins d'1 heure. Maurice et les frères Englin s'occupent des derniers préparatifs. Ils emballent tout leur équipement pour pouvoir le transporter facilement. Ils savent qu'une course d'obstacles les attend. Pendant ce temps, West ne réussit toujours pas à sortir de sa cellule. Maurice revient avec un pied de biche improvisé. Il promet de ramener les frères Englin pour l'aider, puis remonte au sommet du bloc cellulaire. West ne le reverra jamais. Maurice est parti chercher Clarence pour donner un coup de main. Il était 21h37 et je les ai jamais revus. C'est le dernier contact que j'ai eu avec eux. Alan West est-il vraiment pris au piège ou a-t-il paniqué au dernier moment? Quoi qu'il en soit, désormais il n'y a plus que 3 évadés. Il faut maintenant sortir à l'air libre. Cela fait plusieurs semaines que les frères Englin scient les vis qui ferment la trappe du conduit de ventilation. Une fois sur le toit, les 3 hommes risquent d'être repérés depuis le seul immeuble qui surplombe le bloc. Il pouvait être vu depuis le phare, où il y avait un gardien. C'était un risque calculé. Mais comme tout le monde pensait qu'on ne pouvait pas s'évader d'Alcatraz, la surveillance n'était pas très rigoureuse. Maurice et les frères Englin sont sortis par ici. À l'époque, il y avait une trappe circulaire en métal qui fermait le conduit de ventilation. On en voit d'autres tout autour. On a reconstitué la scène d'après les photos du FBI. Ils sont sortis du conduit le plus vite possible. Ils ont pris leur matériel et sont partis par là. À l'autre bout du bloc, loin de la tour de guet, dans un angle mort. La suite du plan met leur force et leur sang-froid à l'épreuve. Un gros tuyau descendait le long du mur. Ils se sont accrochés et se sont laissés glisser jusqu'au sol. Rien ne montre qu'ils se sont blessés en descendant ainsi sur 13 mètres. Ensuite, il y a juste 2 grillages de 4,20 m à escalader, ce qui semble étonnant pour une prison de sécurité maximale. Jusque-là, le plan fonctionne parfaitement. Il reste la dernière étape, la plus risquée. Les 3 hommes gagnent un endroit désert dans le nord-est de l'île où ils gonflent leurs canots et leurs gilets de sauvetage. À un peu moins de 3 km, ils aperçoivent Angel Island. En mettant l'embarcation à l'eau, ils ont sans doute immédiatement senti la violence des courants et la température glaciale de l'océan. C'est là qu'on perd leurs traces.